tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo présentation d'un oracle. Alors c'est pas réellement une review parce que cet oracle je l'ai depuis peu de temps. C'est l'oracle de l'ultime vérité de Jack de Bauer qui est un artiste français. Donc c'est lui qui a fait le livret qui est à l'intérieur puisqu'il fait également des poèmes et des livres, mais c'est aussi un dessinateur, donc c'est lui qui a fait les illustrations de ce merveilleux oracle. C'est un jeu très intelligent, vous allez voir, et d'une esthétique magnifique. Alors j'adore moi ces illustrations. Alors je suis en compagnie de ma petite Isa avec son magnifique cœur et des petites grenouilles de mime. Allez les filles, on se pousse. Voilà. Voilà. Alors, ce jeu arrive dans une boîte rigide des éditions Dervy. Très très belle boîte. Bon, au dos, évidemment, une explication sur ce tarot. Donc, Jack Bauer utilise justement les cartes et les tarots depuis plusieurs années. Mais il utilise surtout les arcanes majeurs du tarot de Marseille et le jeu Indira. Et en fait, c'est en utilisant ces deux jeux qu'il a décidé de faire un oracle qui mêlerait ces deux traditions. Et le voilà, donc c'est l'oracle de l'ultime vérité. Alors, il s'inspire des illustrations pré-raphaélites. Alors, c'est quoi le pré-raphaélisme? En fait, c'est un mouvement artistique qui est né à Londres, dans la société victorienne, dans les années 1840, me semble-t-il. Et en fait, ces trois jeunes étudiants qui en ont marre de voir l'évolution artistique britannique, ils trouvent que ça n'évolue plus, ils trouvent qu'ils sont dans une impasse, que l'art est prisonnier de conventions strictes, qu'il est porteur de morale et d'un sentimentalisme un peu mièvre. Voilà, donc ils veulent un petit peu révolutionner tout ça. Et ils reviennent à un art médiéval qui est basé sur des peintres italiens d'avant Raphaël, l'artiste Raphaël. Donc c'est pour ça qu'on dit pré-raphaélite ou pré-raphaélisme. Donc c'est avant Raphaël. Donc en fait ces illustrations, comme caractéristiques, elles ont des couleurs très vives, vous allez le voir. Voilà, c'est très intense comme illustration et il y a une grande liberté dans ces illustrations où il y a des attitudes des personnages ou également de la nudité artistique. Voilà, donc c'est vrai que ça venait un petit peu révolutionner l'art britannique qui se trouvait un petit peu sclérosé en ce temps-là. Alors, vous voyez le dos des cartes déjà, je l'adore, hein. C'est un dos que j'aime beaucoup. Voilà, doré donc sur tranche, voilà, et de qualité vraiment très agréable, très très épaisse ces cartes, vraiment d'une très très bonne qualité. Voilà, et c'est un jeu qui peut convenir à des débutants. Il est assez facile d'utilisation. Alors, il ressemble un peu à ces jeux comme l'Oracle G, comme également le Béline, ou d'autres jeux dans ce style, où ce sont des jeux assez francs, assez divinatoires. On peut y voir aussi un petit peu de Lenormand dedans. Enfin, voilà. Donc, la première carte, c'est la Lady, donc la dame. Donc, vous voyez cet univers artistique, moi qui me parle beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà, le Lord. Alors la neige, donc là on est l'arcane numéro 1 qui est le battleur dans le tarot de Marseille, puisque les premiers arcanes font référence au tarot de Marseille. Donc la neige, voilà, c'est immaculé, c'est tout blanc, rien n'est fait encore, aucune trace, il y a tout à faire. Voilà. Là, c'est l'étude. Donc, on voit la référence à la papesse. Alors, il y a beaucoup de symbolisme dans les cartes, le compas, beaucoup d'hermétisme également. Nous avons la panthère, qui est l'impératrice. Le contrat pour l'empereur. Le commandement
qui arrive en 5e position. Donc il y a quelques notions avec le pape. Alors ça change effectivement de notre pape du Marseille. Alors on voit les coloris, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais alors ce violet en fond de carte et ses cheveux rouges, c'est vraiment très très lumineux. Donc c'est ce personnage qui refuse cette épée qui est tendue parce que finalement le pouvoir est à l'intérieur de lui, n'a pas besoin de cette épée. On retrouve le choix, donc là l'arcane 6, qui fait référence à l'arcane de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et effectivement, dans le tarot de Marseille, cette carte parle principalement de choix, bien avant de parler d'amour ou de relations sociales. 7, le chariot, donc est resté nommé le chariot. Voilà, on a un mouvement, on est bien dans l'action. Et on a deux différences de couleurs dans les crinières, donc on a un petit peu là la notion de dualité. La justice, hein, là aussi, elle est... Voilà. Elle a le serpent à ses pieds. On a la solitude, donc on reconnaîtra l'ermite. Avec ce personnage qui part s'isoler. On a l'abondance. Alors là, ça fait référence à la roue de fortune. Effectivement, on a quelque chose qui montre une abondance de fruits et de légumes. Mais quand on va y mettre la main, est-ce qu'on va pouvoir avoir tout ça ou se faire piquer par le serpent qui est juste à côté? La médisance. Alors c'est un peu particulier parce qu'effectivement ça fait référence à la force, mais que par certains côtés, parce que là on est plus voilà, dans la médisance, cette personne qui reste assez maîtrisée au milieu, malgré ce personnage qui lui parle de choses peut-être pas très agréables, et cet autre personnage qui lui tient la main, qui la soutient. On a un peu entre les amis le choix à faire, le tri qui est fait entre les bons amis et les moins bons. Le roi pendu. Donc évidemment, c'est le pendu. Je vais essayer de passer un peu plus vite, parce que sinon ça va durer des heures. La mort. Donc là aussi, on a pas mal de symboles. Avec ce magnifique serpent qui entoure. L'échange. Donc évidemment, la tempérance. La sorcière, mais c'est le diable qu'on voit là d'ailleurs. Mais c'est devenu la sorcière. Le chaos. Le chaos, ça fait référence à la tour. Le fanal, c'est l'étoile. Donc là, on est habitué à voir souvent un personnage nu dans l'étoile, qui parle d'authenticité. On a l'illusion pour la lune. On a la rencontre pour le soleil. Alors effectivement, on voit moins le soleil dans cette carte. Voilà, mais ça fait référence par rapport à la rencontre, puisque dans le tarot de Marseille, le soleil parle bien du couple, de l'amour, de l'entraide. On a ces deux personnages qui s'entraident. Donc là, c'est la rencontre. La perte, donc c'est l'arcane 20 qui fait penser au jugement, mais qui est vu de façon plus dramatique, on va dire. Qui n'est pas tout à fait la version du jugement qu'on a l'habitude de voir dans le Marseille. Alors l'inconscience, c'est le fou, donc je suis étonnée de le voir en 21, je l'aurais plus vu à la limite en 22, puisqu'il voulait lui donner un numéro, mais puisque le monde, vous allez voir, se retrouve en 22, donc voilà, ça c'est un petit peu étrange. Voilà, l'inconscience. Et donc le monde en 22, voilà, avec le lion, le bœuf, l'aigle, et ce personnage au centre.
Voilà, donc on a fini avec ce qui fait référence au Marseille. Maintenant, on voit d'autres cartes hein, qui font plus référence au jeu de type Indira. Donc on a le secret. Donc là, on va avoir plus des concepts, des notions. Le manoir. Le voyage. L'amitié. La moisson. J'adore ces cartes, vraiment, ces illustrations, je les trouve vives, rafraîchissantes. La vanité, l'offre, la rivale, la spiritualité, le travail, la tempête, l'attente, l'enfant, la famille, le labyrinthe, le courtisan, la maladie, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, le médecin et la carte blanche. Voilà pour toutes les cartes. Alors juste un petit mot sur le petit livre à l'intérieur, assez dense quand même, hein, qui est en couleur, qui est pas mal. Il y a une présentation donc, de l'auteur en premier, une explication de ce jeu, hein, du pourquoi de la naissance de ce jeu. Ensuite, il y a quelques méthodes de tirage, donc tirage classique ou en croix. On a une seconde méthode qui est le tirage du compas. Troisième méthode, c'est le tirage du prénom. Ça, c'est assez classique. On le retrouve justement dans l'oracle G, pour ne citer que lui. On a le tirage dit de la queue du dragon. Donc le problème, premier obstacle, deuxième obstacle et les deux solutions possibles. On a le tirage de la grande roue. Ça aussi, c'est assez classique dans ces jeux de ce type-là. Donc on a en fait les mois de l'année et les cartes associées. Voilà. Ensuite, il y a voilà, une notion sur les lames positives, négatives, neutres et évolutives. Et ensuite, il y a l'explication des cartes. Voilà. Et alors cela, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y en a pas. Mais si je prends, voilà, par exemple, cette carte, donc l'explication, les associations possibles, et ensuite un poème qui est écrit donc par Jaap de Bouwer, donc l'auteur de l'oracle, qui a en plus écrit des poèmes pour chaque illustration. Et je les trouve assez sympas et ça permet aussi de voir la carte différemment. Donc c'est assez agréable. Donc pour chaque carte, il y a un petit poème associé et ça, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, très artistique également. Voilà. Voilà, après, à la fin, voilà une petite conclusion et on retrouve ces illustrations. Voilà, donc c'est un jeu qui convient très bien aux débutants parce qu'il n'est pas très compliqué. Après, ça reste un jeu vraiment, comme je vous dis, assez divinatoire, mais comme le Normand, comme l'Oracle G, comme beaucoup de jeux, le Béline, tous ces jeux assez francs du coup, mais où on peut quand même adapter les conseils associés aux cartes malgré tout. Hein. Moi, je sais que je n'utilise pas un jeu vraiment... je me l'adapte. Hein, voilà. Compliqué à expliquer, mais... voilà. Et de toute façon, on reste maître de son destin et de ce que les cartes peuvent nous délivrer comme message. Voilà pour cette présentation. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.